Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire sur l'Argentine. Et je suis Luciana Sola, responsable du bureau de tourisme de l'Argentine en France et représentante de l'Introtour. Et au nom de notre directeur exécutif, Monsieur Ricardo Sosa, nous tenions à remercier votre présence à ce webinaire et ainsi qu'à vous remercier de votre collaboration pour promouvoir notre destination au sein du marché français, belge et suisse. Et je suis accompagnée de Frédéric Guillemard, directeur commercial d'Europe et Asie de la compagnie Cruceros Australis. Bonjour Frédéric, ça va? Bonjour Lucie, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. À tous ceux que j'ai vu un petit peu dans la liste, il y a beaucoup de gens connus. Bonjour à tout le monde. Oui, c'est vrai. Nous avons des fidèles de l'Argentine et des Cruceros Australis, mais ainsi de nouveaux participants que nous accueillons avec grand plaisir. Alors, nous voulions aussi remercier toute l'équipe de l'organisme de promotion touristique de la ville de Buenos Aires, du secrétariat de tourisme de la ville d'Ushuaïa et de l'organisme de promotion touristique de la Terre de Feu de nous avoir aidés à préparer ces webinaires spécialement conçus pour vous, professionnels du tourisme du marché français, belge et suisse. Alors, des petites informations surtout techniques. Comme vous pouvez voir, il y a un espace destiné au chat. Alors, sur cet espace, vous pouvez poser toutes vos questions que nous allons répondre à fur et à mesure de les recevoir ou bien à la fin de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré. Alors, quelques heures après l'avoir terminé, vous allez recevoir un mail avec un lien pour pouvoir revoir le webinaire en replay et le partager bien évidemment avec tous vos collègues qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Alors, je crois que tout est dit. Je ne sais pas, Fred, si tu veux rajouter quelque chose, et sinon, nous allons commencer par une petite vidéo sur l'Argentine avant de faire notre voyage aujourd'hui. À plus tard. À tout à l'heure. Que vas-tu faire quand tout cela sera passé? Se promener dans des endroits qui semblent venir d'une autre planète? Escalader des montagnes pour avoir les meilleures vues? Sentir la montée d'adrénaline des sports extrêmes? Profiter des journées romantiques et des nuits magiques? Connaître de nouvelles cultures? Vivre comme un habitant de la région? Voyager seul, en famille ou avec des amis? Saisir la mélodie du terrain et se connecter avec la nature. Se sentir libre à nouveau. Atteindre la fin du monde pour recommencer. Choisis ta prochaine aventure. Visite Argentina. Excuse-moi, Luciana, no te escuchamos. Estás en silencio. Ah, pardon. Maintenant, vous m'entendez? Ah, excusez-moi. Bon, alors en fait, je te remercie à toi, Ariel et à Gisela, et tous les deux des coordinateurs du marché international des microtours et qu'aujourd'hui, ils nous accompagnent et ils s'occupent de toute la partie technique de ce webinaire.
Et alors, comme je disais, un petit rappel, même si vous connaissez bien la destination, l'Argentine est située tout au sud du continent américain. Nous partageons les frontières avec l'Uruguay, le Brésil, le Paraguay, la Bolivie et le Chili. Et nous avons 2 800 000 km² de superficie, ça veut dire à peu près 5 fois la taille de la France. Et notre capitale est la ville autonome de Buenos Aires, que vous voyez ici, la porte d'entrée à notre pays. Alors, justement, ça va être là, à Buenos Aires, où nous allons commencer aujourd'hui notre voyage. Sachez que Buenos Aires se trouve à 13h30, 14h à peu près de vol depuis la ville depuis Paris. Et il y a 2 aéroports, un aéroport international, l'aéroport de Ezeiza, et un aéroport pour les vols intérieurs, et c'est là où nous allons nous diriger après pour prendre le vol pour aller à Ushuaia. Alors, avant de rentrer dans toutes les nouveautés de Buenos Aires, nous voulions faire un passage rapide par les classiques de la ville. Comme vous pouvez voir ici, dans ce cas-là, c'est une photo de l'obélisque, l'endroit où presque tous les voyageurs prennent la photo emblématique pour témoigner du passage par cette ville si aimée de tous les voyageurs internationaux. Alors, à Buenos Aires, nous avons 2 biens immatériels qui ont été classés patrimoine mondial par l'UNESCO, le tango et le filete porteño. Je n'ai pas besoin de vous présenter le premier, mais à mon avis, il y a 3 expériences différentes et complémentaires qu'on peut vivre autour du tango. La première, la plus classique, le dîner spectacle dans une tangueria. La deuxième, aller participer d'une milonga, c'est le bal des porteños, les chants de Buenos Aires, c'est comme ça que nous les appelons. Les porteños se retrouvent pour danser. Celle-là, c'est une expérience très authentique et vraiment à y faire. Et la troisième que je voulais partager avec vous, c'est l'expérience d'aller prendre un cours de tango, même si on va être que des débutants et dans 2-3 heures, ça va pas énormément changer et on va apprendre au moins le premier pas de cette danse si sensuelle. Alors, le deuxième patrimoine immatériel que nous avons à Buenos Aires, c'est le filete porteño. Ce panneau que vous voyez ici à droite est justement fait de cette technique picturale qui a été apportée par les migrants du début du siècle dernier. Et aujourd'hui, elle est utilisée pour décorer des façades des maisons, des magasins, des bus, et même pour faire des objets de décoration. Entre les autres classiques de la ville de Buenos Aires, voici le Théâtre Colón. Le Théâtre Colón, c'est un bijou de l'architecture, mais surtout, il est considéré un des meilleurs théâtres du monde par son acoustique. Il y a des visites que vous pouvez faire, que vous pouvez proposer à vos clients. Ce sont des visites de 45 minutes pour visiter le foyer et certains de ses salons. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Buenos Aires a la plus belle librairie au monde selon le magazine National Geographic. C'est la librairie Ateneo Gran Splendid que vous voyez ici, qui se trouve dans un ancien théâtre du quartier Norte, Barrio Norte, tout près de Recoleta. Et en parlant de Recoleta, voici un des bijoux de ce quartier, le cimetière de Recoleta. J'imagine que vous avez déjà entendu parler et que même vous le proposez dans vos circuits aujourd'hui. Ce cimetière est un des plus connus d'Amérique du Sud
et il abrite les sépultures des personnalités du pays, dont celle d'Eva Perón, que c'est la sépulture, la plus visitée du cimetière. Là, un autre classique de Buenos Aires, sans doute, le quartier de la Boca, au sud de la ville. C'est un des quartiers les plus colorés. Comme vous pouvez voir ici, nous sommes sur la rue Caminito, pas loin de l'estade de Boca Juniors, qui a vu grandir notre star du football, Diego Maradona. Tout près, si on peut dire, oui, c'est le quartier juste à côté de la Boca, se trouve le quartier de San Telmo, un quartier colonial connu pour ses antiquaires et aussi pour le marché des puces qui a lieu tous les dimanches sur la Plaza Dorrego, comme vous pouvez voir ici, et la rue Defense. Et voici deux quartiers qui s'opposent et très proches entre eux. Le quartier de Puerto Madero, ici à gauche, c'est le quartier le plus jeune de la ville. Pardon. Je reviens là. Ça y est. Nous sommes devant le pont de la Femme. Et alors, ce quartier, comme je vous disais, le quartier de Puerto Madero, le plus jeune de la ville, c'est celui qui a été rénové au début des années 2000. C'était les anciens docks rénovés qui ont accueilli des bureaux des compagnies internationales, des hôtels haut de gamme, et surtout, depuis ces dernières années, il est devenu un pôle gastronomique très important de la ville. Juste à droite, un des quartiers les plus anciens, c'est lui, le quartier historique. Là, nous sommes devant la place de Mai, l'endroit où a été fondé le premier fort de la ville de Buenos Aires. La place de Mai, c'est l'épicentre de la ville. Autour de cette place, vous allez trouver les principaux édifices comme la maison Rose, la Casa Rosada, que vous voyez ici tout au fond, ou même à gauche, on ne peut pas voir, la cathédrale métropolitaine, où le pape François a été l'archevêque de la ville, ainsi que les cabines. Et maintenant, je vous propose de découvrir le programme Tourisme de quartier, Turismo en Barrios, que la ville de Buenos Aires est en train de développer. L'idée de ce programme est de mettre en valeur les endroits, les traditions, les commerces des quartiers et les partager avec les voyageurs du monde entier. C'est de ces nouveautés, entre autres, que nous voulions vous parler aujourd'hui sur la ville de Buenos Aires. Là, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on va découvrir deux quartiers qui commencent à proposer ou à structurer, en fait, une offre touristique très riche et variée, le quartier de Chacarita et le quartier de Villa. Nous commençons par le quartier de Chacarita. Bon, finalement, je me rends compte qu'on revient, que peut-être ça va être pris comme pas très gai, le fait de commencer par le cimetière, mais le cimetière de la Chacarita est un des bijoux de ce quartier. Alors, comme le cimetière de la Recoleta, celui de la Chacarita accueille le reste des personnalités du monde de la culture et de la politique. Entre ceux de la culture, il y a justement la sépulture du chanteur du tango, Carlos Gardel, et c'est en tout cas la plus visitée du cimetière. Autres endroits à découvrir dans le quartier, comme vous pouvez y voir ici, ce qu'on peut appeler des incontournables. Il y a le musée de l'accordéon. Le musée de l'accordéon propose des visites pour découvrir la collection d'une famille italienne avec ses précieux accordéons, mais aussi des photographies, des documents. Et il y a aussi un atelier
la reconstitution en fait d'un atelier d'assemblage d'accordéon, parce qu'on ne le fait plus en ce moment. Pour d'autres endroits, bien évidemment, les bodegones, ce sont les bistrots anciens qui ont gardé l'ambiance de l'époque. Il y a plus d'une soixantaine dans le quartier de Chacarita, ou même, et ça c'est très pittoresque, c'est l'atelier de Chichi, la fabrica de churros Ocheros. C'est un atelier qui a été fondé en 1963 et il est toujours ouvert. Il propose les meilleurs ou les plus délicieux churros de la ville de Buenos Aires. En plus de ces visites qu'on peut faire dans le quartier de la Chacarita, voici quelques expériences que vous pouvez proposer à vos voyageurs et qui les permettront de découvrir et vivre les traditions et l'ambiance typique du quartier. Et voici certaines des expériences que vous pouvez les proposer. Et en tous les cas, comme vous pouvez voir, vous savez quelle est la duration environ de l'activité. Par exemple, celle proposée par le fromager Santi Valente. C'est très intéressant. Je pense que pour le marché français, peut être intéressant vu que vous êtes des spécialistes du fromage pour voir, comparer un peu comment nous le faisons à Buenos Aires. Mais bon, il y a aussi la possibilité de visiter l'atelier et la papeterie artisanale contemporaine, nous l'appelons. Là, on peut acheter quelques souvenirs fabriqués à la main ou aller dans l'atelier qui développe toute une technique textile en respectant le développement durable que c'est celui des habits. Alors, on change de quartier, mais on reste très près du quartier de Chacarita, et c'est le quartier de Villa Crespo. Alors, le quartier de mon collègue Ariel, qui nous accompagne aujourd'hui depuis Buenos Aires. Alors, ce quartier de Villa Crespo, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée c'était justement de proposer aux voyageurs du monde entier des activités et des expériences qui puissent mettre en connexion, si on peut dire, les nouveaux arrivants et les voisins depuis toujours. Et quand on dit les nouveaux arrivants, c'est pas seulement ceux qui vont venir s'installer, sinon ce sont des voyageurs qui vont passer quelques heures sur un endroit. Alors, celui-ci, c'est le monument d'une des personnalités du quartier, ou en tout cas la personnalité la plus célèbre, si on peut dire, que c'est le compositeur de tango et pianiste Osvaldo Pugliese. Entre d'autres endroits, lieux qu'on peut visiter, en plus de celui où se trouve le monument à Pugliese, c'est le stade du club Atlanta, la photo que vous voyez ici à gauche. Vous savez que les Argentins, nous sommes des passionnés du football. Et Buenos Aires compte le plus grand nombre de stades de foot d'une ville en Amérique du Sud. Et je crois que c'est même une des villes de mon entier. Alors bon, le quartier de Villa Crespo, ceux qui suivent, ce sont les amateurs de foot et surtout du club Atlanta. Vous pouvez faire visiter les stades à vos clients. Et sinon, allez par exemple prendre un verre dans un des bars le plus emblématique du quartier, le bar San Bernardo, Sabé, qu'on appelle, comme ils l'appellent les voisins. C'est là, justement, dans cette ambiance du quartier, qu'on peut retrouver les personnes les plus anciennes, si on peut dire les voisins les plus toujours du quartier, avec les jeunes, et se mélangent pour faire une partie
des ping-pong ou même jouer au domino. D'autres propositions, par exemple, ce sont celles autour des galeries d'art et d'ateliers. Il y a plusieurs artistes de Villa Crespo qui ouvrent leurs ateliers pour recevoir le public, comme celui de Nora Fischer ou de Ruth Belkacar. Des expériences fortes qu'on peut vivre, on peut proposer à différents voyageurs de vivre dans ce quartier de Villa Crespo. Ce sont par exemple la visite du quartier de Palermo et de Villa Crespo, tous les deux ensemble, avec le photographe Gaci Pietro. Et il ne faut pas être un spécialiste, on peut être des débutants et on va être accompagné de ces photographes pendant 1 heure pour découvrir justement des endroits incroyables que peut-être on n'a pas eu le temps de se poser et de regarder dans ce quartier. D'autres expériences, peut-être celle de l'atelier de pochoir. Et c'est une technique qu'on peut découvrir avec les artistes du quartier, ou même celle de siete de autos, comme on peut voir. Ce sont des bijoutiers qui vous font découvrir leur métier et vous proposent aussi la création de bijoux avec eux. Et bien évidemment, on va parler en ce moment de gastronomie. Nous allons tous déjà déjeuner, mais c'est un bon moment pour voir, découvrir comment la gastronomie argentine a évolué ces dernières années. Et bien évidemment, cette variété, si on peut dire, oui, cette variété de gastronomie argentine, qui est très riche aussi, et c'est la résultante des différentes vagues migratoires fusionnées avec la cuisine locale. Et alors, les propositions que nous pouvons faire, que Buenos Aires fait par rapport à sa gastronomie, c'est la découvrir, soit au travers des marchés gourmets, qu'on peut voir, qui sont distribués partout dans la ville. Et il y a 2 types, les patios gourmets, les patios, comme celui qu'on a vu tout à l'heure dans la photo, celle-ci, la photo des patios de los lecheros, ou même des marchés dans différents quartiers. D'autres options sont celles de découvrir la cuisine faite par un chef cuisinier qui ouvre les portes de la cuisine et vous propose de faire une cour d'1 heure, 1 heure et demie, puis préparer le plat, et de partager tous ensemble. D'autres propositions très intéressantes de la ville sont les rooftops, ces bars situés sur les hauteurs de la ville, des immeubles de la ville, qui offrent une vie incroyable de Buenos Aires. Alors, entre les plus connus, vous allez peut-être déjà entendu parler, mais sinon, vous savez, celui qui est tout en haut du palais. Excusez-moi, mais j'ai un trou et que je voulais partager. Bon, alors bon, j'oubliais en ce moment le nom du palais, du palais Barolo, pardon, du palais Barolo, qui a une vue incroyable de la ville de Buenos Aires. Et voici un des cafés que nous appelons bares notables. Ce sont en fait les cafés célèbres. La ville de Buenos Aires compte avec un peu plus de 50 cafés célèbres. Et ces cafés, nous les appelons comme ça parce que soit par son architecture, son histoire, ou même les personnages qui l'ont visité, sont reconnus et protégés par la ville de Buenos Aires. Alors celui-ci, c'est le café Las Violetas, dans le quartier d'Almagro.
Il y a un autre très célèbre que j'imagine que vous avez déjà entendu parler, que c'est le café Tortoni, qui est très près du centre-ville. Et voici Buenos Aires, une ville très riche du point de vue artistique, et depuis les dernières années, le street art a envahi les murs de la ville, comme dans ce cas-là, ce fresque du quartier des Colegiales. Alors, on peut découvrir la ville avec un autre regard, justement à partir des fresques des street art. Comme je vous disais, on retrouve de plus en plus sur différentes façades et murs de la ville. Mais sinon, ce sont des circuits un peu plus conventionnels, si on peut dire, pour visiter les galeries d'art ou même aller visiter les ateliers de certains des artistes plasticiens. Buenos Aires est une ville, comme on a vu, si on peut dire, très moderne. Oui, c'est une des capitales les plus modernes de l'Amérique du Sud, mais c'est aussi un endroit, une ville qui propose des multiples espaces verts. Et cet espace vert permet déjà aux porteños, aux gens de Buenos Aires, de s'échapper et de passer des moments en plein air, et pour les visiteurs d'être en contact avec la nature locale. Ici, 4 propositions. Celle à gauche, c'est près du quartier de Puerto Madero, c'est la réserve écologique sud. À droite et en bas à gauche, là, le Rosedal, le jardin japonais, tous les deux dans le bois de Palermo, le bois de Palermo qui a été inspiré du bois de Boulogne. Et ici en bas à droite, le parc Costanera Nord. Alors, pardon, j'étais trop vite. Et ça y est, nous sommes à Ushuaia, mais avant de partir à Ushuaia, je voulais vous dire que d'autres circuits sont proposés pour la ville de Buenos Aires pour découvrir les différents quartiers. Alors, n'hésitez pas d'aller les voir sur leur site web, et si vous avez des questions, vous pouvez nous poser tout ça à la fin, et nous allons répondre à la fin de ce webinaire. Alors, nous allons prendre l'avion pour partir à Ushuaia. Après 3h30 de vol, nous arrivons à la capitale de la Terre de Feu, la ville du bout du monde. Alors, voici le panneau, si on peut dire, qui est l'emblème incontournable pour faire la photo du bout du monde. Vous êtes ici, à quelques pas du port d'Ushuaia, sur le canal de Vigo, comme vous pouvez voir derrière le panneau, pardon. Et ce port, le port d'Ushuaia, est le point de départ des plus belles croisières sur le zoo de Patagonie. À quelques pas de ce panneau se trouve l'office de tourisme de la ville d'Ushuaia. Et c'est là où les voyageurs peuvent se présenter pour se faire tamponner le passeport avec le tampon du bout du monde, on peut voir ici, pour avoir une attestation de son passage, oui, par la ville. Alors, nous avons fait 3h30 de vol, alors peut-être que nous sommes un peu fatigués. Je vous propose de découvrir la ville d'Ushuaia à travers le City Tour qui est proposé par ce petit bus. C'est idéal pour commencer la visite de la ville du bout du monde, un parcours d'1h30 environ, avec quelques stops dans des endroits emblématiques, et afin aussi que les voyageurs puissent prendre des photos. Et avec l'aide des audioguides en plusieurs langues, les voyageurs vont pouvoir connaître l'histoire de la ville. À noter que le bus fonctionne uniquement en printemps et en été. Il y a 2 départs par jour, et les départs se font près de l'office de tourisme d'Ushuaia. En ce qui concerne les propositions culturelles, il y en a plusieurs à Ushuaia. Ici, la photo que vous voyez, c'est celle du musée de l'histoire de la Terre de Feu.
C'est un musée qui est situé en plein centre. C'est un musée interactif, autoguidé, avec des audioguides en plusieurs langues. Moi, je vous dirais que c'est un des musées incontournables pour connaître l'histoire de la province de la Terre de Feu, des premiers colons, ainsi que l'histoire de la fondation de la ville d'Ushuaïa. Le parcours dure à peu près 1h30. Après, vous sortez et vous pouvez aller soit juste au musée maritime et au musée de la prison, soit aller prendre de l'air et revenir après visiter ces deux musées-là. Ces deux musées sont en tout cas situés aujourd'hui où se trouvent dans l'ancien bâtiment dans les bâtiments de l'ancien bagne d'Ushuaïa. L'histoire d'Ushuaïa est très fortement liée d'une part à la mer et aux navigateurs qui sont arrivés sur ces côtes, comme Beagle ou Darwin, et d'autre part au bagne qui a été construit au début du siècle dernier et qui abritait les pires délinquants de l'époque. Ici, à l'extérieur de ce deux musées, vous pouvez trouver à gauche, dans cette photo, et vous trouvez à l'extérieur, comme je vous disais, une réplique du phare du bout du monde. Ce phare qui a inspiré Jules Verne pour son roman du même nom et qu'aujourd'hui se trouve sur l'île de Los Estados, toujours dans la Terre de Feu. Vous pouvez voir aussi, comme ici à droite, une des anciennes locomotives à vapeur qui amenait les prisonniers du bagne à la forêt pour chercher du bois et des pierres. Dans les musées de la prison, à travers un parcours fort en sensations et en émotions, sans doute, on va découvrir comment et dans quelles conditions était la vie de ces prisonniers qui, au-delà de purger une peine, pour les délits commis, bien évidemment, ont participé activement à la fondation d'Ushuaïa, en construisant tous les premiers bâtiments de la ville et même les rues. Le bagne a été fermé en 1947. Le bagne a fonctionné 43 ans, une chose comme ça. Mais en tout cas, moins de 50 ans. Et voici le célèbre train du bout du monde. Et il va falloir que je me dépêche, sinon je ne laisserai pas beaucoup de temps à mon ami Frédéric. Alors, le train du bout du monde, un des classiques d'Ushuaïa, que j'imagine que vous connaissez bien. Alors, ce petit train a un contenu historique très important, car il suit le chemin qui faisait à l'époque des bagnards pour aller à la forêt, extraire du bois et des pierres pour construire la prison et les autres bâtiments de la ville. À l'aide d'audioguides en plusieurs langues, on peut découvrir l'histoire du petit train et même celle du parc national de la Terre de Feu, qu'on peut arriver jusqu'à là en train. Et voici, nous sommes au parc national de la Terre de Feu. Et sachez que ce parc national est le plus austral de l'Argentine et c'est le seul qui a des côtes marines. Ici, nous sommes devant le panneau de la baie de la Batalla. C'est là, à ce niveau-là, que se termine la route numéro 3 qui relie Ushuaïa de Buenos Aires à 3100 km. Ce parc-là, on peut le découvrir une partie en voiture et sinon à pied. Il y a des différentes, comme vous pouvez voir ici, des installations, des passerelles pour le traverser, mais il y a d'autres types de randonnées qu'on peut faire en plein air. On peut faire dans des sites incroyables à Ushuaïa. Ushuaïa est la destination idéale pour tous ceux qui aiment l'aventure et les activités de plein air. Comme je vous disais, l'offre est très riche et variée. On peut faire des randonnées comme on a dit tout à l'heure. On peut faire des kayaks et canoës, comme on voit ici, au bord du canal de Beagle. On peut aussi faire des excursions en 4x4 pendant toute une journée dans la région des lacs, ou même aller faire des randonnées au bord du lac Escondida. On peut aussi faire des promenades à cheval dans des endroits de rêve
Et ici, c'est au bord du canal de Vigle. Il y en a d'autres qui se font au bord du lac Escondides. À noter, s'il vous plaît, que pour mieux profiter de chaque activité, il convient de réserver à l'avance, soit au travers de vos DMC, soit en direct avec les différents prestataires locaux. Eh bien, alors là, dans tout voyage, découvrir la gastronomie de l'endroit et ses plats typiques sublime l'expérience, on peut dire, du parcours du voyage en lui-même. Voici un plat typique de Ushuaïa, celui fait à base de la merlue noire, un des poissons les plus délicats et chers du marché international, et qui est pêché dans des eaux près d'Ushuaïa. Comme vous pouvez voir dans cette assiette, sur cette assiette, on peut le déguster aussi accompagné des différentes variétés de fruits de mer. Un autre plat typique, et surtout un délice pour les carnivores, c'est l'agneau de la terre de feu asado, c'est-à-dire cuit à la braise, aux braises. Voici une expérience très récente que la ville d'Ushuaïa propose. C'est celle de la pêche à l'araignée de mer, la pêche à la santoche. Et c'est une expérience qu'on peut proposer à des groupes réduits de clients. Et c'est une expérience qui dure toute une journée. Et on va aller à la pêche de ces crustacés très emblématiques. Et c'est une navigation d'à peu près 2 heures. Une fois la centoche, l'araignée de mer pêchée, et les clients, les voyageurs vont retourner sur le port Almanza et ils vont la préparer avec un cuisinier local pour la déguster après tous ensemble. Et ne jamais oublier ce moment unique qu'ils sont en train de vivre. Une autre proposition très sympathique de la ville d'Ushuaïa, c'est les ice bars. C'est là où vos clients pourront aller prendre un verre le soir et déguster un des cocktails typiques de la région, fait à base de boissons nationales et des herbes et fruits de la Patagonie. Nous avons alors bien profité de la ville, et de ses paysages, de ses circuits, de ses musées. Nous avons bien mangé et bien évidemment maintenant on va se reposer. Et là, comme vous pouvez voir, Ushuaïa a un niveau d'hôtellerie très, très haute et un choix d'établissements très large, allant des petits hôtels tenus par des familles locales jusqu'à des hôtels 5 étoiles, comme on peut voir ici. Celui qu'on voit s'appelle Aracour. Il a été choisi comme le meilleur hôtel haut de gamme d'Argentine en 2018. C'est un hôtel qui avec d'autres hôtels 5 étoiles, vous propose de passer des moments inoubliables à Ushuaïa. Et même s'il y en a certains qui sont un peu plus éloignés de la ville, sachez que comme les distances à Ushuaïa sont très courtes et aucun est à plus de 15 minutes du centre-ville. Et voici, alors là, on est déjà sur une croisière. Et pour terminer, Ushuaïa, comme beaucoup d'entre vous le savent, est la porte d'entrée du continent blanc de l'Antarctique, ainsi que le port d'embarquement pour les plus belles croisières sur les eaux de Patagonie, comme celle que notre ami Frédéric va nous proposer, va nous présenter grâce à la compagnie Cruceros Australis. Alors, je vous remercie de votre temps. Je vous dis à tout de suite avec Frédéric, juste après une petite vidéo sur notre destination. Merci.
I've sailed many seas and have seen hundreds of landscapes, but something happens here at the end of the world that has kept me behind this helm year after year. Maybe it's because aboard Australis, you become witness to thousands of stories jealously treasured by the seas of Patagonia, which only become real to those who have the privilege to sail here. Here, where majestic glaciers make you feel small, and silence becomes the loudest of sounds. Here, where you can live all 4 seasons in one day, and the sunset can display 1,000 colors. Here, where the imposing landscapes remain untouched by humans and, at the same time, allow you to feel the invisible trace of former sailors that permeates these passages with a unique sense of magic. It's this same magic that shines in the eyes of our guests, and it is through them that I live every journey as if it was the first one. It fills me with pride to take them safely to Cape Horn and sail through these waters that were once so difficult to conquer, but can now be enjoyed with ease from our comfortable cabins, delighting in the warm hospitality of our crew, sharing moments of amazement, and feeling part of a unique journey. And so, enchanted by the landscapes and encouraged by our expedition guides, the adventurous spirit of our passengers awakens, keeping mine alive. Because when we sail through the most hidden marvels of Tierra del Fuego, every trip is a blank page ready for a new story to be written. Australis, 30 years of sailing. Rebonjour à tous. Voilà, je suis Frédéric depuis les bureaux de Cruceros Australis à Barcelone. En fait, le vidéo que nous venons de voir, c'est un vidéo, il est en anglais parce que c'est un peu la vision du capitaine que nous avons de son voyage, car cette année, nous fêtons les 30 ans de navigation de Cruceros Australis. Donc, c'est pour ça que ce vidéo donc, en anglais retrace un peu son expérience à travers les années. Donc, après cette belle présentation, merci Luciana sur Buenos Aires et Ushuaia. Je voulais juste rajouter que beaucoup de nos clients combinent aussi Buenos Aires avec El Calafate, le glacier Perito Moreno. Et en fait, il y a un vol aussi de Calafate à Ushuaia qui fait qu'on peut faire un circuit totalement intégré à l'intérieur de la Patagonie et de la Terre de Feu. Ça va très rapidement. Au niveau de notre voyage, en fait, nous, on va vraiment partir depuis Ushuaia et rentrer dans les fjords de la Terre de Feu pour arriver jusqu'à Punta Arenas au Chili. En fait, au niveau du Covid, je passe rapidement parce que nous dépendons du gouvernement argentin pour savoir l'ouverture des frontières. On est bien sûr en contact avec toutes les autorités compétentes pour savoir si on aura besoin de tests PCR, de vaccins. Enfin, on est un peu dans le flou. Notre intention, c'est de recommencer à naviguer à partir de septembre 2021. Bien sûr, on aura toute une série de protocoles, pas mal de gel. On n'imprime plus de papier depuis plusieurs années. En fait, il faut aller chercher tout l'itinéraire, les menus, etc. lorsqu'on est à bord sur un intranet qu'on a à l'intérieur du bateau, par un iPad ou par un ordinateur. Et bien sûr, lorsque nous faisons l'enregistrement et le check-in, on fait le départ donc depuis le port de Ushuaia et depuis Ushuaia avec toutes les autorités. Donc là, c'est une photo de Ushuaia avec depuis le bateau. L'embarquement est très simple. En fait, on va embarquer à 6 heures et le check-in se fait à la rue Saint-Martin. Toutes les grosses artères principales en Argentine, en général, s'appellent Saint-Martin, mais c'est très simple. Hein. On fait le check-in, on laisse
les valises et après on embarque à bord à 18 h. Le but du voyage, c'est donc de s'embarquer dans un bateau. Nous avons 2 bateaux, le Stella Australis avec 100 cabines et le Ventus Australis qui est un bateau jumeau qui a la même quantité de cabines. C'est très facile à vendre parce qu'en fait, les cabines, elles ont toutes la même taille, elles ont toutes fenêtres avec vue sur la mer. La seule différence au niveau des prix, c'est que les cabines les plus basses sont les moins chères et au plus on monte, au plus c'est cher. Donc, au plus la vue est dégagée, au plus la vue est haute, au plus c'est cher. Là, ce sont des vues des cabines du Stella Australis. On peut les avoir avec 2 lits séparés ou bien un grand lit. Il n'y a pas d'internet à bord, pas de télévision, on est totalement coupé du monde. Le WhatsApp, le Facebook n'existe plus une fois que l'on rentre dans les fjords et qu'on part du port d'Ushuaïa. Les cabines les plus hautes ont en fait une grande baie vitrée qui va depuis le sol jusqu'au plafond. Et donc, cela justifie aussi un petit peu les prix plus élevés pour les cabines les plus hautes. Et on a à l'intérieur de chaque bateau 4 cabines qui sont un petit peu plus grandes que les autres. Elles font par exemple 20 mètres carrés et on les appelle les cabines supérieures. Nous avons à l'intérieur du bateau des zones communes qui sont très grandes. Bien sûr, toutes ces photos-là sont des photos qui sont avant la pandémie. Donc, on ne sait pas non plus exactement comment on va réorganiser au niveau des salons et des espaces pour tout le monde. Mais il faut savoir que c'est un service qui est all-inclusive, dans lequel tous les repas sont inclus, les boissons, les vins. Nous avons même du Malbec argentin à bord. Au niveau gastronomie, notre chef attitré, en fait, c'est un Péruvien et on va manger très bien à bord. Vous pouvez avoir confiance en moi. Des fruits de mer et des poissons qui sont fabuleux. Luciana a parlé de la merluze noire à Ushuaïa et aussi de la viande, bien sûr, avec aussi du steak argentin et tout type de cuisine en fait internationale et aussi locale. Le service, on a dû enlever tout ce qui est buffet, donc le service se fait à la carte, à table, et toutes les boissons sont incluses. On a par exemple une boisson qui est typique de la zone, s'appelle le Calafate Sao, c'est comme un pisco sour, qui est une boisson typique du Pérou à la base, mais faite à base de baie de Calafate, qui est une baie de la région de Patagonie. Au niveau des espaces communs, j'aime bien montrer cette photo parce qu'en fait, ce sont des clients de Lyon, ce sont des Lyonnais. Un jour, dans un événement à Lyon, je les ai rencontrés, ils m'ont dit non, mais ils ont pris des photos de nous, cherche bien. Et voilà, donc on a à bord une clientèle qui est très internationale. Nous avons aussi pas mal de Français qui voyagent avec nous sur chaque voyage, avec toujours un ou plusieurs guides qui parlent français pour les excursions et aussi bien souvent les conférences à bord se font en français lorsqu'on a un numéro conséquent de français, donc on n'est pas dépaysé durant le voyage sur le bateau. Au niveau du Ventus Australis, la décoration est un petit peu différente. Là, par exemple, vous voyez les conférences que nous faisons à bord. On les fait toujours dans des idiomes. J'ai toujours l'espagnol qui revient, je suis désolé. On les fait toujours dans des langues différentes, en fait. On a plusieurs types de salons. On a 3 salons en tout pour les conférences. On a un qui est plus petit, comme celui-là, qui a une capacité pour 30 personnes. Et on en a d'autres qui sont plus grands. Sur le Ventus Australis et sur le Stella, une petite boutique du bord aussi, si jamais on a oublié, je ne sais pas, une brosse à dents ou on veut ramener un t-shirt pour quelqu'un ou un souvenir. Là, on voit maintenant la décoration des cabines du Ventus Australis. C'est pareil, il n'y a pas d'internet ni de télévision à bord. Toutes les cabines ont une salle de bain privée. Et en fait, sur le Ventus, on a cette grande baie panoramique qui va de sol jusqu'au plafond sur les cabines intermédiaires et sur les cabines du pont le plus haut. Donc, sur 2 ponts différents, on va avoir cette grande baie vitrée.
Les cabines peuvent être avec 2 lits séparés ou bien un grand lit. Et en fait, on profite énormément du paysage durant tout le voyage. Le bateau, c'est un peu un endroit sur lequel on va rentrer le midi pour déjeuner. L'après-midi, on fera une autre excursion. Le soir, on va pouvoir prendre un peu de relax et un bon cocktail pour les excursions du lendemain matin. Le Ventus Australis a aussi des grandes terrasses extérieures sur lesquelles on peut prendre des photos. Vous voyez, c'est toute la zone qui est bleue sur la photo. Avec aussi des terrasses qui sont à l'extérieur. Et en fait, les embarquements et les débarquements du Ventus Australis sont très rapides. Il faut penser qu'en général, en 15-20 minutes, on va débarquer ou embarquer tout le monde. Donc, nos itinéraires à partir de septembre 2021, là actuellement, à cause de la pandémie, nous ne naviguons pas, nous ne faisons pas de voyage. Les 2 bateaux font exactement le même itinéraire, 4 nuits de Punta Arenas à Ushuaia ou 4 nuits de Ushuaia à Punta Arenas. Il n'y a pas de différence dans les itinéraires, il n'y a pas de différence non plus dans le service à l'intérieur des bateaux, et les prix sont les mêmes pour les 2 bateaux. En fait, il n'y a pas de différence de prix entre les bateaux. Là, nous avons par exemple l'itinéraire Ushuaia à Punta Arenas, sur lequel on va partir de Ushuaia en 4 nuits. On va faire 7 excursions en tout jusqu'à arriver dans le détroit de Magellan à Punta Arenas. Donc, lorsqu'on part de Ushuaia, on va avoir un coucher de soleil qui est fantastique, et on va naviguer à l'intérieur des fjords pour descendre le plus au sud possible et arriver jusqu'au Cap Horn. Alors, le Cap Horn, c'est un endroit sur lequel nous débarquons 80% des fois. Il y a toujours 20% de probabilité de ne pas pouvoir débarquer si les conditions de mer sont trop dangereuses. C'est-à-dire que là, par exemple, sur la photo, on a des vents de 170, 180 km/h, et dans ce cas-là, on ne débarque pas. Mais il faut savoir que techniquement, chaque année, nous débarquons 80% des fois sur le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est un endroit qui est légendaire, qui est mythique. Beaucoup de nos clients veulent aller jusqu'au Cap Horn parce que c'est en fait tout ce qu'il y avait au sud du détroit de Magellan, c'était la terre inconnue, la terra australis incognita en latin. Et c'est de là que nous avons notre nom Australis. Nous débarquons donc très tôt sur le Cap Horn, car c'est l'heure à laquelle la mer est la plus propice et les conditions climatiques sont les meilleures. Et on va faire une marche jusqu'en haut de l'île. On va débarquer avec des Zodiacs. Les Zodiacs nous servent à faire de moyens de transfert, on va dire, entre le bateau, j'allais dire la plage, c'est le seul endroit qui est accostable sur le Cap Horn, c'est Caleta León. Et de là, nous montons jusqu'en haut de l'île, sur lequel on va avoir d'un côté un monument en l'honneur des caporniers qui a été fait par l'association des caporniers de Saint-Malo. En fait, à l'intérieur du monument, on peut voir il y a un dessin d'un oiseau, c'est un albatros, parce qu'il y a une légende marine qui dit que dans chaque albatros se trouve l'âme d'un marin qui a échoué. Et sur le Cap Horn, il y a plein d'albatros. Mais ne vous en faites pas, les conditions de sécurité et de débarquement sont très sûres avec nous. Au jour d'aujourd'hui, on est tous équipés de GPS, d'échosondes, de technologie. Donc, c'est une expérience, mais vraiment en toute condition de sécurité. Nous visitons l'intérieur du Cap Horn. Il y a aussi le phare avec un couple de marins qui vivent dans le phare durant 1 an. En fait, ils sont contents de nous voir parce qu'en général, ils viennent avec leur famille, avec leurs enfants. Ça, c'est mon dernier passage sur le Cap Horn. Et donc, après, durant l'après-midi, on va donc redescendre à l'intérieur des fjords et on va arriver à la baie Oulaya. Sur la baie Oulaya, comme sur pratiquement toutes nos excursions, on a toujours 100% de débarquement. Il n'y a pas de souci pour le débarquement. La baie Oulaya,
C'est une forêt de la Terre de Feu qui est magnifique à voir. Il y a aussi un petit musée en l'honneur de Darwin. On va faire une marche à l'intérieur de la forêt jusqu'à arriver à un point de vue qui est très élevé. Alors, il faut savoir que nos excursions, par exemple celle de Oulaya, on peut choisir selon la capacité physique de chacun. C'est-à-dire que selon l'envie et la capacité physique, on peut dire, tiens, je vais aller faire une excursion qui est un peu plus extrême. Et dans ce cas-là, on arrive à faire une excursion qui a pratiquement 5 km. Il faut savoir qu'il n'y a pas de route ni de chemin. C'est à travers les bois, donc ça fait un peu plus longue distance avec un dénivelé de 260 mètres. Mais tout ça pour dire que vous pouvez choisir, enfin, c'est possible de choisir le type d'excursion sur le bateau selon la capacité physique. À Oulaya, nous avons par exemple 3 types d'excursions, avec une qui est vraiment très tranquille au niveau de la plage et qui rentre un petit peu dans la forêt, une autre intermédiaire, etc. Nous avons des lumières et des vues au niveau de la Patagonie et de la Terre de Feu qui sont fabuleuses. Le lendemain matin, on va débarquer au niveau de la Sépia. Le de la Sépia, donc tous les débarquements se font avec le Zodiac. L'avantage des glaciers sur lesquels nous allons débarquer, c'est qu'en fait, il y a les clients de la croisière et personne d'autre. C'est absolument exclusif, c'est-à-dire qu'on va avoir un guide qui parle français, qui va guider l'excursion. Et on va vraiment prendre le temps d'observer le glacier, d'attendre un petit peu pour voir s'il y a des éboulements de glace, de rentrer un petit peu dans la forêt, de prendre des photos et bien sûr de prendre un petit cocktail à la fin de l'excursion. Au niveau du glacier Pia, nous avons aussi la possibilité de 3 types d'excursions différentes. Il y en a une qui va aller sur la zone de la plage et pour observer le glacier. On va en avoir une intermédiaire et une autre qui est vraiment un peu plus extrême, sur laquelle on va monter pour avoir une vue encore plus impressionnante sur le glacier, mais sur lequel il faut avoir une bonne capacité physique. Ces excursions que l'on choisit n'ont pas de coût supplémentaire. Elles sont incluses dans le prix. Il suffit juste de se noter au niveau de l'accueil un petit peu avant l'excursion pour dire voilà, je préfère une excursion qui est plus poussée ou je préférerais une excursion tranquille. Nous avons aussi au niveau du canal de Beagle, quand on remonte depuis Ushuaia et qu'on va en direction du Pacifique, tout un endroit qui s'appelle l'avenue des glaciers. Et là, on va observer des glaciers qui sont magnifiques. Par exemple, celui-là, c'est le glacier Romanche. On va les voir depuis le bateau. Là, on ne débarque pas, mais il y a une douzaine de glaciers différents et tous appelés du nom d'une expédition suisse en fait qui s'appelait la Romanche. Le lendemain, on va refaire encore une excursion près des glaciers au niveau du glacier Condor. On va aussi, durant l'après-midi, faire une excursion au glacier Águila. Toutes les excursions se font en petits groupes. La capacité maximum des bateaux, on est à 200 personnes, mais en général, on n'a jamais plus de 150 clients à bord parce qu'il n'y a pas de cabine individuelle. Les cabines individuelles, c'est en fait une cabine double. Et donc, nous faisons des excursions toujours en petits groupes. Et on arrive vraiment à des endroits où on se dit waouh, je suis vraiment au bout du monde et on est tout seul avec les autres clients de la croisière à observer des glaciers, des animaux, des paysages merveilleux. Après, donc, nous arrivons à rentrer dans le détroit de Magellan. Le détroit de Magellan, sur le détroit de Magellan, on va débarquer à un endroit qui s'appelle l'île Magdalena. L'île Magdalena, on débarque très tôt le matin et on va faire une excursion pour voir des manchots de Magellan. Les manchots sont sur l'île entre le mois de septembre jusqu'à fin mars. C'est-à-dire il faut savoir qu'au mois d'avril, on ne trouve pas de manchots sur l'île Magdalena car ils émigrent. Alors bien sûr, nous allons suivre sur l'île Magdalena un
petit sentier qui a été tracé pour éviter de déranger les manchots dans leur milieu naturel. On a aussi des protocoles, par exemple, les manchots ont très peur des bâtons pour prendre les selfies. Donc, on demande de ne pas débarquer avec des bâtons de selfie pour prendre les photos. Et donc, nous arrivons après à Punta Arenas au Chili. Et de là, de Punta Arenas, nous pouvons prendre la croisière à l'inverse, c'est-à-dire de Punta Arenas jusqu'à Ushuaia. C'est aussi une croisière en 4 nuits, sur lequel on va visiter un peu des endroits qui sont les mêmes, c'est-à-dire le Cap Horn, la baie Ulaya, le glacier Pia. Et au niveau de la différence de Punta Arenas à Ushuaia, on va trouver la baie Ainsworth. La baie Ainsworth, c'est à l'intérieur de la Terre de Feu, un endroit sur lequel on va trouver un glacier au fin fond de la baie. Si on a de la chance, on va voir des éléphants de mer au niveau de la baie Ainsworth. Il y aura aussi la possibilité de faire des excursions différenciées dans le sens où on peut choisir une excursion qui est plus poussée, qui va monter en haut d'une colline pour avoir la vue sur 2 fjords, ou bien de prendre une excursion qui est tranquille, qui va aller suivre un chemin qui rentre dans la forêt de Magellan. L'autre point d'excursion qui est un petit peu différent sur le Punta Arenas jusqu'à Ushuaia, c'est les îles Tucker, sur lesquelles sont des petites îles. On va pouvoir voir des manchots de Magellan, mais là, par contre, on ne peut pas débarquer car les îles sont petites et pour ne pas déranger les manchots, donc on prendra des photos depuis les Zodiacs. Donc, voici un petit peu la différence entre les deux types d'excursions. Bien sûr, sur les îles Tucker, on va trouver aussi des cormorans de roche. On va voir beaucoup de types d'oiseaux différents. On va voir des renards quand on a de la chance. Durant nos voyages, nous faisons aussi parfois des incentives, des activités pour incentives des groupes, des affrètements, c'est-à-dire dans le sens où une compagnie, par exemple, vous connaissez tous celle qui est sur la photo. Dans ce cas-là, c'était des Espagnols. Hein, je ne me mouille pas, je n'allais pas mettre des Français. Nous pouvons faire des programmes spéciaux, des programmes plus adaptés à tout ce qui est groupe et incentive. Là, les Espagnols avaient amené du jamón serrano, par exemple, du jambon serrano, c'est sûr, avec des cocktails, des activités aussi bien à terre qu'à bord. Pour nous, le fait de faire un affrètement, on peut un peu sortir des sentiers battus et faire des choses un peu plus compliquées que sur un voyage normal. Que devons-nous porter pour la croisière? En fait, il vous faut de très bonnes chaussures de marche qui soient imperméables, car les sols sont très boueux et glissants. Pantalon imperméable, même en plein été, il faut quand même bonnet avec des gants, car il faut penser que la température près des glaciers, on arrive à une température qui est à 3 ou 4 degrés avec une sensation thermique qui peut être inférieure. On est un petit peu atypique comme compagnie de croisière parce qu'en fait, nous travaillons depuis 5 ans avec des fondations scientifiques et on sert, on va dire, de relais avec les scientifiques qui veulent étudier sur la zone, c'est-à-dire qu'on va aller étudier les glaciers, les manchots, la faune, la flore, et on récupère toutes les données et on la ramène à une fondation scientifique qui va lui servir parce que même les scientifiques ne peuvent pas dédier à l'intérieur de la Terre de Feu leur temps et les endroits sont tellement inaccessibles que c'est impossible pour eux. Donc, ça nous sert aussi à avoir des guides qui sont très, très bien formés au niveau de la région qu'ils visitent. Et cette année, par exemple, en 2020, avant l'arrêt en mars 2020, nous avions équipé aussi des bateaux de caméras sous-marines pour étudier en fait aussi la faune et la flore sous-marine. Donc, on étudie la terre et aussi au niveau marin. Nous avons déjà les dates de départ pour 2022-2023, c'est-à-dire qu'on travaille quand même pas mal à l'avance. Il faut savoir que 50% de nos clients sont européens, donc pour les programmations, on travaille pas mal à l'avance.
Là, nous avons lancé au mois de février, cette promotion, elle est valide jusque fin février, une offre spéciale. C'est en fait une offre spéciale de 500 $ par personne, c'est-à-dire ça fait 1 000 $ pour la cabine, pour réserver un voyage de la saison 2021-2022, c'est-à-dire entre septembre 2021 et avril 2022. Donc, nous lançons de temps en temps des promos comme ça. On l'appelle Early Penguin, pour ne pas l'appeler Early Bird. Nous avons aussi des promotions au niveau des voyages en famille, c'est-à-dire que les enfants sont acceptés dans les croisières, hein, contrairement à d'autres compagnies de croisières. Et là, en décembre, c'est en général, nous avons la période sur laquelle voyagent beaucoup de familles avec nous. Donc, les enfants voyagent gratuitement jusqu'à l'âge de 17 ans. Après 17 ans, ils ont de la barbe comme moi, donc ils payent comme adultes. Nous faisons aussi chaque année un atelier photo avec une photographe de National Geographic. En fait, c'est une freelance pour National Geographic. Et sur 2 départs, on va de février 2022, donc elle s'appelle Nori. Nori va les accompagner. On fait un groupe où les gens, bien sûr, peuvent y aller avec un iPhone ou bien avec du vrai matériel photographique. Mais c'est très sympa parce que on fait des petits groupes sur lesquels on va travailler la photo, les angles. La Patagonie se prête très bien à tout cela. Après, ils vont retourner à bord. À bord, bien sûr, on discute sur la photo, comment on aurait pu l'utiliser, les filtres, etc. Donc, sur 2 départs de la saison, nous faisons des ateliers photographiques avec une grande professionnelle. En novembre 2020, nous avons eu les 500 ans de l'anniversaire de la découverte du détroit de Magellan. Et donc, on a sorti un petit peu de presse aussi en France, quelques reportages. Et ça a un grand attrait parce que même cet après-midi, en début d'après-midi, je travaillais sur un projet aussi d'affrètement de clients qui veulent refaire le voyage de Elkan, qui est celui qui a fini le tour du monde commencé par Magellan. En 2022, entre janvier et avril, on fera aussi des concerts exceptionnels à bord. Ce sera la première fois que des concerts de musique classique avec 2 sopranos qui sont de niveau international. En fait, c'est des sopranos qui viennent de Aranjuez, à côté de Madrid. Et donc, on travaille aussi sur des concerts à l'intérieur des bateaux pour entre le mois de janvier et le mois d'avril 2022. Là, ce sont les photos de nos bureaux au fin fond de la Patagonie. Donc, nous sommes une compagnie basée, la maison mère est basée à Punta Arenas. Et je voulais finir un petit peu cette présentation avec quelques recommandations de livres. Bien sûr, Bruce Chalwin en Patagonie, c'est un incontournable, mais aussi je voulais parler un peu de Luis Sepúlveda avec comme Le Monde du bout du monde. Un petit clin d'œil à Luis Sepúlveda qui en fait est mort du Covid en mars 2020, l'an dernier, à Madrid, mais qui avait vraiment des romans qui étaient fabuleux à lire. Et aussi au niveau ciné, avec les confinements, avec tous les moments que nous avons de libre. Si je pourrais parler d'un directeur de ciné, je vous parlerai de Carlos Sorin. C'est un Argentin qui est un passionné de la Patagonie. Et en fait, Jour de pêche en Patagonie, ça a été tourné à Puerto Deseado et Historia Minimas à Santa Cruz, c'est-à-dire la Patagonie argentine. Et le plus amusant, c'est en fait ce que j'ai mis, la Película del Rey. C'est sur Antoine de Tournins. C'était un Français qui arrivait en Patagonie en 1830-1840 et qui s'est déclaré lui-même roi de la Patagonie. Donc, il avait voulu faire des papiers, tout ça, pour se déclarer lui-même roi de la Patagonie et des Patagons. Et je vous recommande quelques films pour voir si vous avez le temps. Et je voudrais terminer aussi en vous parlant de la Patagonie, la terre de feu, des lumières, des paysages. C'est en fait un endroit à vivre, un endroit à connaître au moins une fois
dans sa vie. Là, on a une photo du canal de Beagle qui est juste au large d'Ushuaïa, sur lequel on peut voir des éléphants de mer et des loups de mer, avec le phare qui marque la fin du canal de Beagle. On a toujours à bord, donc tous nos membres d'équipage sont des locaux, sont des gens de Patagonie, qui sont des passionnés au niveau aussi bien nos guides comme nos capitaines, comme aussi nos membres d'équipage qui ont toujours un sourire, qui sont toujours vraiment attentifs aux clients sans les pressionner énormément. Et je pense que ceux qui nous connaissent bien, qui nous vendent bien, savent qu'on est une compagnie très aimable, et il y a toujours de très bons retours sur les clients qui ont voyagé à bord. Et je suis fier en fait d'appartenir à cette compagnie de Cruceros Australis. Nous naviguons depuis 30 ans maintenant, depuis 1990. Et je vous parle depuis Barcelone, où nous avons un département de réservation avec une de mes collègues qui s'appelle Sabine, qui parle français et qui peut aider au niveau des réservations, des doutes, des questions. Tout cela, c'est avec plaisir que nous pouvons y répondre. J'espère vous avoir donné un petit bol d'air dans la grisaille actuelle, et j'ai foi en tout ça. Je sais qu'on va se revoir très bientôt. Et Luciana, tu es par là? Oui, tu m'entends, Fred? Oui. Ok. Donc, merci à tous. Je ne sais pas si vous avez reçu des questions par le chat, parce que moi, je ne peux pas. Oui, tout à fait. Nous avons reçu des questions que nous avons répondues sur le chat. Il y en a certaines que nous allons répondre directement par mail parce que ce sont des demandes d'information. Alors, juste après, je pense que demain ou après-demain, nous allons envoyer à tous les participants un mail avec les différents liens ils vont trouver des informations sur les destinations, Buenos Aires et Ushuaia, ainsi que toute l'information sur les croisières Australis. Que je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, ça m'a donné vraiment envie, la présentation de Frédéric, d'y aller, et surtout de vivre cette expérience proposée par les croisières Australis. Alors, merci beaucoup Fred. Merci beaucoup Luciana pour l'invitation, et avec plaisir. Et je vous dis, moi je suis sûr qu'on se reverra bientôt sur Paris ou sur un autre endroit de France ou de Navarre, hein, comme on dirait. Ça sera avec plaisir. Ok, très bien. Bon, en tout cas, nous remercions encore une fois à tous les participants de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Nous vous disons à très bientôt en Argentine, et entre-temps, prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Estamos esperando esos momentos, el de volver a sentir los rayos de sol en nuestra cara, respirar ese aire fresco por las mañanas, sentir la naturaleza que nos rodea, el comenzar de una nueva aventura o ese momento íntimo de conectarnos con nosotros mismos. Volver a brindar con amigos y bailar con desconocidos. Esperamos en casa, de norte a sur, de este a oeste, en cada rincón de Argentina. Esperamos que vuelvas al fin del mundo. O quizás al principio de todo. Viaja desde tu casa.